Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur cuando la semilla alzar en la cabeza para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas por almacenes, dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable y oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo, lleno de perros y desgracia, la desapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se intenta en distancia para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelga al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con saucicazos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique. Marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases de bribes de pensée, de sentiments, tout ça crée un système de constellation mentale et surtout de constellation sentimentale qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a à Paris, par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Et il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de Lautréamont, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique.